Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Voyons tout de suite ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Conférence du G20 Compact with Africa en Allemagne. Le président Alassane Ouattara y a pris part à un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé sur le continent, et cela à travers des réformes engagées par les pays du Compact. Sur le sol ivoirien, le vice-président Daniel Krablon-Duncan a une séance de travail avec une délégation du groupe Cargill. Il s'agit pour ce groupe de venir faire part aux autorités ivoiriennes du point de ses investissements en Côte d'Ivoire, visant notamment à contribuer à l'épanouissement des populations. Processus électoral ivoirien, une mission de la division de l'assistance électorale des Nations Unies séjourne en Côte d'Ivoire. Les membres de la délégation ont été reçus cet après-midi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et puis l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est rentré dans son pays ce mercredi. Il est accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO. Une rencontre est prévue avec le chef de l'État, Patrice Talon. Bienvenue à tous, merci de nous suivre ce mercredi sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a pris part à la conférence du G20 Compact with Africa dans la journée d'hier à la chancellerie d'Allemagne à Berlin. Un programme consacré à la promotion de l'investissement privé en Afrique à travers des réformes engagées par les pays du Compact. Awa Touré. La troisième édition de la conférence du G20 Compact with Africa, 12 pays africains, des organisations internationales et régionales, des partenaires bilatéraux du G20, ainsi que les institutions financières internationales, rassemblées autour de la chancelière allemande Angela Merkel, ont dressé le bilan de la mise en œuvre de cette initiative lancée en 2017. Une offre de partenariat en vue d'accroître l'attractivité de l'investissement privé en Afrique à travers des programmes coordonnés de réformes spécifiques à chaque pays. Bénéficiaire de ce programme du G20, la Côte d'Ivoire a engagé des réformes dans 3 domaines essentiels: le développement d'un cadre propice au financement du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires, la stabilisation et le renforcement du cadre macroéconomique. En ce qui concerne le cadre macroéconomique, il est resté solide en 2019 avec un taux de croissance du PIB projeté à 7,5% et un taux d'inflation de 0,8%, après une croissance annuelle du PIB de 8,6% par an de 2012 à 2018. Nous avons réussi à maintenir le déficit budgétaire dans des normes habituelles de 3%. En ce qui concerne le climat des affaires, il y a eu une constante amélioration grâce aux réformes de seconde génération, portant notamment sur la dématérialisation des procédures et des actes administratifs. De 2012 à ce jour, la Côte d'Ivoire a gagné 67 places au classement Doing Business de la Banque mondiale. En matière de financement, de nombreuses mesures ont été prises pour accroître la disponibilité de financement à coût et à risque réduit pour le secteur privé, pour les PME et pour la promotion des partenariats publics-privés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire entend s'engager résolument sur la voie de la transformation de ses matières premières. Notre objectif, bien évidemment, est de passer du stade de grands producteurs exportateurs de matières premières. Cacao, nous sommes premier producteur mondial. Anacarde, premier producteur mondial. Caoutchouc, premier producteur africain, coton, troisième producteur africain, ainsi de suite, à celui d'exportateurs de produits transformés et manufacturés. Et donc la forte mobilisation des opérateurs économiques à cette conférence montre aussi tout le potentiel d'investissement qui existe et qui ne demande qu'à être structuré sur la base d'échanges d'informations réciproques sur les différentes modalités possibles d'intervention qui peuvent être des investissements directs étrangers,
des partenariats publics-privés, des BOT ou des mécanismes alternatifs. Alors je voudrais dire de ce point de vue que nous estimons que c'est mieux de mettre l'accent sur le commerce, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et de faire en sorte qu'il y ait un commerce équitable. La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part salué les bonnes performances économiques réalisées au cours de cette année 2019 par les 12 pays africains du Compact with Africa, avant d'inviter le secteur privé allemand à investir massivement en Afrique. Sur place à Berlin, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président de l'Association fédérale des PME allemandes. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé allemand était au menu de cette rencontre. Awa Touré. L'installation prochaine d'une délégation commerciale allemande en Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement des petites et moyennes entreprises allemandes en Côte d'Ivoire, ce sont entre autres les questions abordées au cours de cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de l'Association fédérale des petites et moyennes entreprises PME. Les PME qui représentent 99% du tissu économique allemand. Pour un pays, c'est toujours très important de travailler avec le PME. Vous savez, le multinational ne s'occupe pas de la durabilité. Le PME s'investit à fond et il reste dans le pays quand les choses se compliquent. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans la durabilité. Je lui ai dit que le continent africain a un avenir prospère et on est fort heureux de s'inscrire dans la durabilité avec le continent africain et particulièrement avec votre pays. Le président de la République a également échangé avec l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, ancien directeur général du Fonds monétaire international. Le PDCI RDA a tenu une réunion de son bureau politique la semaine dernière. Nous vous proposons ce soir la déclaration du porte-parole du gouvernement relative aux propos du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, lors de cette réunion du bureau politique. Abou Sanogo nous donne lecture du communiqué. Lors de la réunion du bureau politique du PDCI RDA qui s'est tenue le 14 novembre 2019, M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a porté des jugements de valeur sur la gouvernance, la gestion, l'impact social de l'action gouvernementale et la paix en Côte d'Ivoire. Concernant la gouvernance et les marchés publics, le gouvernement ivoirien, transparent sur la question, souhaite apporter les clarifications suivantes aux graves affirmations du président Bédié. À fin juin 2019, sur 1726 marchés approuvés pour un montant total de 553,6 milliards de francs CFA, plus de 72% ont fait l'objet de procédures concurrentielles. Les procédures de gré à gré, qui représentent 25% des marchés approuvés, ont porté en application des dispositions du Code des marchés publics sur des projets d'urgence à caractère sécuritaire, et ce à fort impact social, tels que l'électrification rurale, l'adduction en eau potable, la vie scolaire et les travaux d'assainissement en prévision de la saison des pluies. Sur cette question, on se souviendra que c'est sous le président Bédié que la Côte d'Ivoire a connu la suspension de la coopération avec les bailleurs de fonds, suite à l'affaire des 18 milliards. Les auteurs de cette triste affaire de détournement de fonds de l'Union européenne destinés aux nouveau-nés des centres de santé et à la fourniture des services essentiels d'eau et d'électricité sont de proches collaborateurs du président Bédié. Au sujet des logements sociaux, il est important de faire remarquer que plus de 15 382 logements sociaux ont été construits de 2012 à 2019. Tous les autres projets annoncés par le gouvernement seront achevés dans le cadre du projet social du gouvernement qui a déjà mobilisé 1 000 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il est totalement erroné de parler de population déguerpie sans indemnisation puisque ce sont 10 800 millions de francs CFA qui ont été payés aux ayants droit sous forme de purge des droits coutumiers et d'indemnités. Le reste des purges et des indemnisations estimées à 2 500 millions de francs CFA déjà budgétisés sera payé aux autres bénéficiaires. Dans son discours, le président Bédié a mis en doute la capacité du gouvernement à œuvrer pour la réconciliation.
Le président Bédié est sans conteste celui qui a besoin de se réconcilier avec les Ivoiriens, tant ses discours identitaires et sectaires passés et présents sont aux antipodes des valeurs de paix, de générosité et de solidarité partagées par la grande majorité des Ivoiriens. Plus que des mots, le gouvernement a pris plusieurs mesures concrètes pour rassembler les Ivoiriens et ramener la sérénité en Côte d'Ivoire. Ces mesures ont ainsi permis à tous les déplacés internes de la crise post-électorale de retourner dans leur localité d'origine et à la quasi-totalité des réfugiés de revenir en Côte d'Ivoire. Enfin, l'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara le 6 août 2016, concernant environ 800 personnes poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État, est une autre illustration des actions du gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'impact de l'action gouvernementale sur les populations ivoiriennes, le gouvernement invite le président Bédié à plus d'objectivité. En effet, dans une région comme l'Ifou, que le président Bédié connaît bien, l'action du gouvernement a fait passer le taux de couverture en électricité de 49% en 2011 à 73% en 2018. Au niveau national, ce taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 58% en 2018. Le taux net de scolarisation est passé de 56% en 2011 à 90% en 2018. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 pour 100 000 habitants en 2011 à 143 pour 100 000 habitants en 2018. Le taux d'accès à l'eau potable est passé de 60% en 2011 à 82% en 2018. 219 écoles primaires ont été construites en moyenne par an après 2011 contre 28 en 2011. 115 lycées et collèges ont été construits en moyenne par an après 2011 contre 22 avant 2011. Le nombre moyen de kilomètres de routes nationales bitumées par an est passé de 99 avant 2011 à 193 après 2011. La dette en pourcentage du PIB est passée de 66% en 2011 à 48,6% en 2018, bien en deçà de la norme de la CEDEAO qui est de 70%. Ces statistiques montrent que le gouvernement actuel a réalisé en 8 ans beaucoup plus que n'importe quel autre gouvernement dans le passé. Il est également indéniable que l'action du gouvernement, appréciée par la grande majorité des Ivoiriens, a permis d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire et les conditions de vie de nos concitoyens. Certes, de nombreux défis restent encore à relever dans divers domaines. À cet égard, le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts à travers le programme social du gouvernement pour le bonheur des Ivoiriens. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a eu une séance de travail avec une délégation du groupe Cargill. Il s'agit pour ce groupe de venir faire aux autorités ivoiriennes le point de ses investissements en Côte d'Ivoire. Chirom Kofi Awela. Une délégation du groupe Cargill avec à sa tête le président mondial de la structure devant le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan. La rencontre s'est déroulée ce mardi à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Il s'agit en fait d'une séance de travail entre la délégation du groupe Cargill et le vice-président entouré pour la circonstance de membres du gouvernement ainsi que certains de ses proches collaborateurs. L'occasion pour le groupe Cargill de faire le point à travers le vice-président Daniel Cablon-Duncan aux autorités ivoiriennes sur ses investissements en Côte d'Ivoire en vue de sa contribution au bien-être des populations. We employ directly and indirectly close to 3,000 people. Cargill, directement et indirectement, emploie près de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Nous sommes également en train d'augmenter la capacité de notre usine à 170 000 tonnes pour un investissement global de 100 millions de dollars. Et c'était principalement pour remercier le vice-président et aussi ses équipes qui nous ont permis d'être ici et puis de continuer les investissements. Le groupe Cargill est présent en Côte d'Ivoire depuis 1998. Il entend entre autres s'investir davantage dans l'agroforesterie avec notamment un projet de planting d'environ 1 million d'arbres pendant les 12 mois à venir. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était hier mardi face aux sénateurs. Tout comme son collègue de la Poste et de l'économie numérique, ces émissaires du chef de l'État ont fait adopter 4 projets de loi, dont un sur la protection des mineurs en matière d'adoption. Léon Bro.
C'est une exigence au regard des difficultés à suivre le rythme des évolutions. Le projet de loi instituant un nouveau mécanisme de contrôle des flux des télécommunications prend en compte la rapide expansion et l'accroissement continu des usagers du secteur. Il s'agit, selon son défenseur, de suivre pour les consommateurs l'application des tarifs tout en mettant à disposition des données permettant de maîtriser le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications. 1032 milliards, le tout dernier chiffre qui a été déclaré par le secteur. On ne dit pas qu'on doute, mais le benchmark qui a été fait à travers tous les pays africains dans le secteur montre que lorsqu'il y a eu des systèmes de contrôle des flux qui ont été installés, les recettes fiscales se sont accrues à hauteur de 10 à 20%. Alors vous imaginez si la Côte d'Ivoire installait donc un tel équipement qui lui permet d'avoir entre 10 et 20% de 1032 milliards, les quelques 900 millions qu'on trouve par collectivité territoriale pourraient même être multipliés par 3. Ce projet de loi, donc pour financer le développement, raison de son vote à l'unanimité des sénateurs membres de la commission de la science, unanimité également triomphante dans l'adoption par la commission des affaires générales du projet de loi relatif à l'adoption. Il renforce la protection des mineurs dans ce contexte mondial de traite et d'exploitation des enfants. La convention de La Haye du 29 mai 1993 a prévu donc l'instauration dans tous les pays d'une autorité centrale en charge des questions d'adoption. Et donc la coopération va se faire entre les différentes autorités centrales de ces États afin de savoir si effectivement les personnes de nationalité étrangère qui viennent en Côte d'Ivoire pour adopter des jeunes Ivoiriens remplissent les conditions de leur pays, mais surtout remplissent les conditions d'adoption que nous allons instaurer dans notre pays. Cette autorité va assurer un suivi de l'enfant après l'adoption. Aussi adoptée par la Commission des affaires générales du Sénat, la modification de la loi de 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et celle de la loi de 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative, des tests également présentés par le ministre de la Justice. Adoption de loi également à l'Assemblée nationale de plus de 1650 milliards de francs CFA de dotation budgétaire. Au premier jour du passage des ministères pour la présentation du projet de loi de finances de l'année 2020, 10 émissaires du gouvernement se sont succédés face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Chaque connaît. Exposé des motifs successifs de chaque ministre, échange avec les parlementaires dans une ambiance détendue. Les 10 heures d'horloge qu'ont duré ce premier round semblaient insuffisantes pour aborder toutes les questions de fond relatives au programme et projets des ministères. Pour une première, l'exercice de présentation du budget programme par les émissaires du gouvernement a tenu toutes ses promesses à sa première séance avec le vote de la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ce sont au total 11 ministères, soit plus de 1650 milliards de francs CFA de dotation budgétaire adoptée en commission. Satisfaction surtout par la qualité des débats qui ont permis en tout cas de regarder de très près les programmes que le gouvernement a concoctés pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Je crois que les réponses que les membres du gouvernement ont su apporter aux préoccupations des députés ont achevé de les convaincre et ça a conduit donc à l'adoption de ces différents budgets. Mais je crois que c'est un bel exercice de démocratie et nous avons tous envie de l'approfondir et de faire en sorte que nous puissions encore aller plus loin en la matière. Les présentations se poursuivent ce jour avec 15 ministères et secrétariats d'État, dont les ministères de l'Éducation nationale, de la Culture et de la Santé. Rappelons que le budget de l'État pour 2020 s'équilibre en ressources et en dépenses à 8 061 milliards de francs CFA, soit une progression de 9,9% par rapport au budget 2019 qui était de 7 334,3 milliards de francs CFA. Il est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et ministères. Le premier salon international des mines et des carrières de Côte d'Ivoire était prévu pour demain, jeudi 21 novembre, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le ministre des Mines et de la Géologie annonce un report indépendant de sa volonté à une date ultérieure.
Au Sénégal, lors du 6e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, la Côte d'Ivoire a appelé à un monde sans armes pour la pérennisation de la paix. Cette rencontre internationale a traité des menaces sécuritaires auxquelles fait face la région sahélienne, notamment le terrorisme. Une mission de la division de l'assistance électorale des Nations Unies séjourne en Côte d'Ivoire. Les membres de la délégation ont été reçus cet après-midi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour eux d'échanger avec les acteurs politiques ivoiriens afin d'évaluer le contexte politique en vue des prochaines échéances électorales. Abou Sanogo. Une délégation de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques des Nations Unies chez le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko pour une séance de travail. Il s'agit d'une mission d'évaluation des besoins du processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour le chef de la délégation onusienne, l'idée est d'évaluer avec tous les acteurs politiques ivoiriens le contexte politique et les besoins en matière d'élection. La visite d'aujourd'hui avec le ministre de la Défense, c'était pour discuter un peu sur le contexte sécuritaire. L'apport des Nations Unies sera déterminé un peu plus tard quand on aura fini cette mission. C'est pour ça que nous sommes en train de rencontrer les différents acteurs pour voir ensemble comment on peut accompagner la Côte d'Ivoire. Cette rencontre répond à une requête des autorités ivoiriennes pour un accompagnement du processus électoral. Ces rencontres de la mission onusienne vont s'étendre aussi bien au gouvernement qu'aux institutions, partis politiques et organisations de la société civile. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance. Ce 20 novembre, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et à cette occasion particulière, les enfants s'immergent dans différentes institutions et corps de métier. Un enfant de troupe de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville a passé toute une journée avec le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo nous fait un point de cette immersion. Il est l'un des meilleurs élèves de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. L'enfant de troupe, Sanogo Mohamed Al-Mustafa, s'apprête à réaliser un rêve. Passer une journée en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Je me sens très heureux parce que d'habitude je ne le vois que dans certaines émissions, mais cette fois je vais pouvoir le rencontrer et même peut-être converser avec lui. La journée commence au domicile du ministre d'État Ahmed Bakayoko, où Sanogo Mohamed Al-Mustafa sera reçu en présence d'une délégation de l'UNICEF. Un grand moment pour l'enfant de troupe. C'est tout heureux qu'il va l'accompagner au Radisson Blu pour l'ouverture des travaux de l'APORA, l'Alliance des partenaires africains dans la riposte aux épidémies, en présence de l'ambassadeur des États-Unis et des délégués venus de 27 pays africains. La particularité est qu'ils préviennent en même temps les épidémies pour éviter de se retrouver avec certaines épidémies comme l'épidémie à virus Ebola que nous avons pu éradiquer en 2016. Après la cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko regagne ses bureaux. Il est accueilli par l'enfant de troupe âgé de 12 ans qui va s'essayer aux responsabilités de ministre. Absolument essentiel dans la gestion d'une armée. En garantir sa bonne transmission est un pilier fondamental pour conduire toute mission militaire. À l'issue de cette journée, l'enfant de troupe Sanogo Mohamed Al-Mustafa a reçu le président des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le ministère de l'Hydraulique n'a pas dérogé à cette règle. C'est tout le personnel du cabinet ministériel qui a été remplacé par des enfants. Le temps d'une journée, ces enfants ont pris la parole et le pouvoir. Patricia Omouetia. Et si le temps d'une journée, les enfants prenaient le pouvoir? C'est chose faite ce lundi 20 novembre 2019 au ministère de l'Hydraulique. Le ministre a réuni son cabinet pour échanger sur le manque d'eau potable dans certaines localités dû à l'incivisme des populations qui cassent les canalisations. DICA, prenez toutes les dispositions. Voyez avec le DGBT, le DAF Touré et le DG de la SODECI pour réunir cette somme rapidement avant que la situation ne dégénère. Forme également un comité de crise pour gérer cette affaire avec sévérité. Dans le monde entier, de nombreux enfants se font entendre à l'occasion de la Journée mondiale des enfants. Ils prennent la parole et montrent qu'ils sont capables d'interpeller les pouvoirs publics. J'ai choisi d'être ministre pour
pousser mes collaborateurs à arranger les canalisations d'eau et desservir les zones touchées. Le 20 novembre est loin d'être une date comme les autres pour les enfants. Ce jour leur est consacré et marque l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une journée globale avec un message dynamique, mais où on rappelle au monde que les enfants aussi ont des choses à dire, que les enfants ont une voix. Et ce qu'on a vu ici, c'est le ministère de l'Hydraulique qui a remplacé son cabinet par des jeunes qui sont ici aujourd'hui et qui ont pu faire part des préoccupations dans leur communauté. Aujourd'hui encore, 264 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école et 250 millions vivent en plein cœur de conflits et de guerres initiés par des adultes, indique l'UNICEF. Un sondage de l'UNICEF réalisé auprès de jeunes âgés de 9 à 18 ans souligne que pour eux, la priorité, c'est l'éducation. On a initié cette stimulation, je veux dire, pour permettre aux enfants d'être sensibilisés aux problèmes de l'eau potable dans les villages, au milieu rural, et le problème de l'eau potable dans le milieu urbain. Quand les enfants le disent, c'est que vraiment c'est profond et c'est les réalités que nous vivons sur le terrain. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Du haut de ses 11 ans, Jean-Claude Asté a revêtu ce mercredi le costume de ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Astou Touré. Les locaux du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour cette journée consacrée à l'enfance, le petit Atsé a troqué son statut d'élève contre celui de ministre pour la circonstance. Présent ce matin en réunion de coordination du cabinet, il a pu échanger avec ses collaborateurs. Merci, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je suis votre directrice de cabinet. Jean-Claude Atsé a pu visiter également les différents bureaux de ce ministère. C'était en présence de son homologue Mamadou Touré, transformé en guide. L'élève en classe de 6e caresse déjà l'ambition d'exercer cette fonction plus tard. Aujourd'hui, je vais diriger ce ministère. J'ai vu que les employés travaillent bien. Et puis, ils sont excellents. C'est une joie pour moi d'être dans le fauteuil du ministre. Et tout ce métier est très intéressant. Pour le ministre Mamadou Touré, la Journée mondiale de l'enfance est l'occasion de cultiver en eux l'amour du travail bien fait et l'excellence. Les enfants, c'est notre avenir. Je pense que cette journée, au-delà donc de la symbolique, qui permet donc à ces enfants-là de s'imprégner un peu de certains nombres de réalités, notamment la vie au quotidien de certaines personnalités, leur permet aussi d'avoir donc des références, des référents. Et je souhaite que ça puisse influencer leur regard et leur donne beaucoup de courage pour chercher à aller plus loin. Après avoir déjeuné ensemble, c'est à l'Assemblée nationale que les deux amis se sont séparés. Ici, à la RTI, nous avons aussi accueilli en cette journée mondiale de l'enfance de tout jeunes collaborateurs. Jessica Niamien, 13 ans, et Jean-Christ Bini, 15 ans, se sont mis dans la peau de reporters. Ils sont intervenus sur le plateau du 13h sur des questions des droits des enfants. Nous connaissons nos droits, nous savons que nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à l'épanouissement, nous avons droit à la liberté d'expression. Nous avons le respect des parents. Le parent doit faire de sorte que l'enfant puisse aller à l'école. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la cacaoculture. L'enfant peut aider ses parents à la maison, mais il y a des travaux qui s'avèrent très difficiles pour l'enfant. Donc il faut éviter d'associer les enfants à cela. Et concernant le phénomène des enfants microbes, voilà, il faut que les parents suivent de près leurs enfants. Nous voulons aussi que la RTI continue à valoriser les droits des enfants au travers de leur production et de continuer aussi à donner la parole
à nous les enfants, parce qu'on aimerait avoir notre émission sur la RTI, une émission produite par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et concernant le message que je peux lancer, surtout aux parents, vous avez eu la chance de grandir, tout simplement parce que vos droits à la santé, à l'éducation, à l'épanouissement ont été respectés. Alors donnons-nous aussi la chance de pouvoir connaître le monde de demain. Merci à Jessica Niamien et à Jean-Christ Bini, nos reporters de ce jour. Et on se rend maintenant à l'hôpital mère-enfant de Bangerville qui vient d'acquérir un appareil de diagnostic des maladies infectieuses. Ce don de la compagnie française Biomérieux va permettre de détecter plusieurs bactéries pathogènes en un seul test et en moins d'une heure. C'est le premier dans la sous-région. À Bouaké, le président de l'Union des chefs de village, de cantons, de communautés et de notables a été investi. Le président du Sénat a invité les chefs à faire de cette union un outil au service du développement de Bouaké. Kwadio Kwame. Bouaké, centre culturel Jakaka. Cérémonie d'investiture de Nana Kwasi Kambrou II, chef de la tribu Assamlan Canton Fari, en qualité de président de l'Union des chefs de village, de cantons, de communautés et notables de la région de Bouaké par le président du Sénat, Jano Kwadio Aoussou. Le nouveau président de l'UCVCCN Bouaké a pris l'engagement de dire la vérité, rien que la vérité en toutes circonstances, laissant la place au secrétaire général adjoint de l'Union d'insister sur les objectifs assignés à l'organisation. Les chefs entendent inscrire Bouaké dans le processus de développement qui a connu un coup d'arrêt dommageable à nos infrastructures et à l'ascension sociale de nos enfants. Venu des régions du Nzi, du Bélier, de l'Agnébitiassa, de la Maraoué, du district de Yamoussoukro, de Lifou et de Bouaké, le président d'honneur de l'Union a indiqué que l'UCVCCN Bouaké est un creuset de paix et de solidarité mis en place pour fédérer les forces et énergies pour l'essor de la région de Bouaké. Les chefs qui sont des leaders d'opinion, les présidents de jeunes, les présidents de femmes ne peuvent pas regarder le développement être mis en mal par des soubresauts qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale, qui peuvent mettre à mal la paix et qui peuvent donc porter un coup d'arrêt à tous les grands travaux de développement. Le ministre des Transports, parrain de cette investiture, a salué la promotion des valeurs utiles et nécessaires à la préservation de la paix. Dans la même veine, le président du Sénat a invité ces acteurs du développement à des initiatives innovantes et positives. L'UCVCCN Bouaké devra être un outil indispensable à la consolidation de la paix, facteur de développement. Alors que 2020 approche avec son lot d'incertitudes liées aux élections présidentielles d'octobre 2020, vous devez rassembler pour le bien de tous et garder constamment l'esprit que vous constituez à partir d'aujourd'hui un rempart essentiel pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le maire de Bouaké, Gibo Youssouf Nicolas, a quant à lui annoncé la pose de la première pierre du marché central de Bouaké le 11 décembre 2019 en présence du président Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron en compagnie de leur épouse. L'équipe municipale de la commune de Diawala annonce son adhésion au RHDP. Partie en indépendant lors des élections municipales, cette équipe souhaite désormais arborer les couleurs des oufouettistes. Kader Sogodogo. La commune de Diawala, dans le département de Ouangolodougou, ouvre une nouvelle page de son histoire. Son maire, Mamadou Ouattara Dimadou Bébé, et son conseil municipal abandonnent leur statut d'indépendant pour rejoindre le RHDP. Je voudrais enfin m'acquitter d'un devoir, c'est celui de réitérer mes vifs remerciements aux populations qui ont fait confiance à ma modeste personne et à la liste indépendante que j'ai conduite aux élections municipales. C'est donc de façon naturelle que mon équipe et moi-même avions rejoint le RHDP. Monsieur le ministre, nous à Diawala restons fortement attachés aux idéaux de notre grand rassemblement, le RHDP, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parrain de cette cérémonie, le député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly.
étaient présents. Les ministres Téné Birahima Ouattara et Issa Coulibaly. Tous saluent cette décision. Il est venu me trouver avec les vieux pour me dire, grand frère, je m'excuse de vous avoir désobéi, mais ma famille naturelle c'est RHDP. Je viens donner ma victoire au RHDP, donc nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur. Nous l'accueillons et c'est ensemble, unis dans la cohésion, que nous pouvons bâtir la Côte d'Ivoire. Le RHDP, ce n'est rien d'autre que ça. C'est pour cela que le président travaille tous les jours pour que la Côte d'Ivoire avance. Les populations, quant à elles, sont sorties massivement pour soutenir le choix de leur maire. Côté culturel, pour agrémenter la fête, 25 groupes de balafons. Dans l'actualité internationale, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est rentré dans son pays ce mercredi, accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO. Une rencontre est prévue avec le chef de l'État Patrice Talon. La délégation de la CEDEAO qui l'accompagnait est composée notamment de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, président de la Commission, d'un ministre des Affaires étrangères de la sous-région et de l'ancien président nigérien Abdul Salami Aboubakar. Signe que la sous-région s'inquiète de la crise au Bénin. Thomas Boni Yayi avait quitté le pays le 22 juin dernier après un blocus autour de sa résidence suite à la crise politique post-législative. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. On se retrouve demain soir avec autant de plaisir sur RTI 1.